Nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie, crypto-actifs ou finances décentralisées de Smart Patrimoine. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur le plateau Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. Alors nous allons regarder ensemble ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et tenter de comprendre l'impact qu'il peut avoir sur la finance décentralisée ou en tout cas dégager des clés de compréhension sur cette finance décentralisée. On va commencer par le sujet le plus d'actualité, les sanctions du monde occidental à la Russie. Donc plusieurs banques ont été exclues de la plateforme SWIFT qui permet donc du coup de communiquer les transactions à l'international entre les différents organismes bancaires. Alors je dis plusieurs parce que toutes n'ont pas été exclues, notamment Gazprom Bank qui n'a pas été exclu en lien avec le sujet de l'énergie qui est un sujet donc également très traité en ce moment au sein de l'Union européenne. Il y a une volonté également de paralyser les avoirs de la Banque centrale russe qui ne peut plus donc liquider ses avoirs sur les marchés financiers. Ce que je trouve intéressant, c'est que là du coup, alors il y a cette idée effectivement géopolitique d'aller frapper les Russes au porte-monnaie, mais de s'attaquer à la Banque centrale. Si on fait le lien dans un rendez-vous crypto-monnaie et finances décentralisées dans Smart Patrimoine, la promesse de la finance décentralisée, c'est justement de ne plus passer par ces intermédiaires qui sont des banques centrales. Dans le cadre actuel, est-ce que les crypto-monnaies peuvent être un refuge pour l'État russe, alors là même que le monde de la finance occidentale leur ferme les portes ? En fait, la crypto n'est pas politique et comme vous l'avez dit vous-même, son sous-jacent, en fait, c'est la décentralisation. Donc, il n'y a pas de blocage possible à un endroit ou un autre. Dès que vous pouvez accéder en fait à Internet, D'accord. Vous pouvez accéder à un portefeuille et réaliser éventuellement des transactions. En tout cas, vous pouvez au moins réaliser des transactions peer-to-peer d'une personne à une autre personne. En crypto-monnaie. En crypto-monnaie. Vous pouvez avoir en revanche des difficultés à accéder à des plateformes qui, elles, peuvent décider de bloquer ou pas l'accès à tel ou tel pays ou telle personne. D'accord. Donc la décentralisation, en effet, permet d'échanger des valeurs, quel que soit l'endroit où on se situe dans le monde, y compris également en Russie. Donc en effet, c'est une possibilité de maintenir des liens avec tout un tas de personnes situées dans des pays, y compris des gens qu'on a envie de défendre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, où, parce que vous avez évoqué les blocages au niveau Alors on russe. Commence effectivement par les sanctions russes, mais on ira également sur le sujet ukrainien. Moi je voulais commencer par le sujet des blocages en Russie, puisque, bon, alors on parle de quelques jours, depuis le début de cette guerre, de cette entrée des Russes en Ukraine. Le Bitcoin, pour le coup, si on ne parle que du Bitcoin, n'a pas vu son cours évoluer tout de suite. En revanche, quand on a annoncé les sanctions économiques, d'un coup d'un seul, on a vu le cours augmenter. Donc c'est pour ça qu'on se demande si ça a un impact direct ou non. Est-ce que d'un coup, on anticipe que massivement, on va avoir des capitaux arriver sur des crypto-monnaies, notamment des capitaux russes, par exemple ? Je pense pas. Il y a un adage qui dit qu'on vend au son du clairon, on achète au son du canon. On le voit aussi dans les marchés financiers où, au moment en fait, des annonces d'une menace imminente de guerre, vous avez une chute assez brutale et ensuite les marchés ont recouvert. D'accord. Je pense qu'on est sur le même phénomène avec le Bitcoin. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des flux qui permettent d'aller financer en fait, des gens en Ukraine ou qu'éventuellement des Russes l'utilisent, ce qui me semble déjà beaucoup plus difficile pour eux. Bien sûr. Et une quelconque influence sur le cours du Bitcoin. Il a sa fluctuation en tant que telle. On avait bien vu en fait que déjà sur le mois de février, avant même en fait ces phénomènes autour de la géopolitique, il avait résisté en fait à la baisse, il était reparti à la hausse. Donc je pense qu'on est sur deux phénomènes qui sont pas forcément corrélés. Alors, avant du coup ce sujet ukrainien, il y avait déjà des discussions en Russie pour savoir s'il fallait interdire ou non le minage de crypto-monnaies. Il y avait des prises de parole plus ou moins pour ou contre. Vladimir Poutine lui-même avait dit qu'il n'était pas spécialement contre, puisque en fait, ça pouvait représenter un avantage stratégique pour la Russie. Deux questions. La première, est-ce que si jamais la Russie venait à légaliser ouvertement les crypto-monnaies, ça pourrait avoir un impact sur cette finance décentralisée et sur le Bitcoin? Et deuxième question, est-ce que même dans une promesse de finance décentralisée, on pourrait imaginer des sanctions spécifiques crypto-monnaies à l'encontre d'un État qui attaque un autre État? Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà.
Alors pour répondre Donc oui pour la deuxième question. Pour la deuxième question. Pour la première question, non. Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas quel peut être l'impact. Aujourd'hui, il y a une vision extrêmement négative partagée sur la politique du gouvernement et du président de la Fédération de Russie. Donc je ne pense pas que sa décision soit applaudie, puisque à nouveau le Bitcoin n'a pas de politique, lui. Bien sûr, Il ne suit oui. pas un tel ou tel régime. Et les utilisateurs du Bitcoin, c'est vous, c'est moi, c'est tout un tas de gens dans le monde, et on va plutôt se comporter comme on va réagir par rapport de la même façon qu'on va penser en fait la guerre en Ukraine, Bien sûr, et la façon dont les Russes ont décidé d'attaquer ce pays. Donc, bien sûr, en fonction de la vision de chacun, de chaque détenteur donc, de je ne vois crypto-monnaie. pas nécessairement un applaudissement. Après, que des pays, il y a déjà un pays qui l'a adopté, que des pays se mettent à l'utiliser, c'est très bien. Maintenant, il faut aussi des infrastructures. Certes, on peut miner du Bitcoin, ce qui peut générer du Bitcoin, mais il faut être capable de l'échanger. Et donc là, il y a deux façons en fait de réaliser des transactions en Bitcoin. Soit la personne en face accepte votre paiement en Bitcoin totalement, et lui, il va le convertir dans ce cas probablement dans une monnaie fiduciaire. Bien sûr. Donc ça peut être le yen, ça peut être le dollar ou l'euro. Mais dans ce cas-là, comme la blockchain est traçable, vous avez en fait, à travers la lecture de la blockchain, la possibilité de voir d'où viennent les fonds. Vous ne connaissez pas l'identité, mais vous pouvez assez vite... On connaît le pays. Voilà, vous pouvez détecter assez vite d'où est-ce que ça vient. Ça veut dire qu'il y a des échanges, quelque part, des plateformes qui sont en charge de faire la conversion vers les monnaies fiduciaires, qui vont bien voir qu'il y a des flux qui sont passés d'un acteur A russe à un acteur B qui peut être chinois ou d'un autre pays pour ensuite être reconverti. Et c'est là où on peut du coup peut-être appliquer des sanctions économiques en disant on ne fait pas revenir ces crypto-monnaies dans le monde réel, ou en tout cas dans l'économie réelle. Ou alors on en limite, ou en tout cas on le sait, contrairement à d'autres formes de transactions, vous avez là une preuve irréfutable, comme quoi il y a bien une transaction qui a été faite et vous pouvez éventuellement la bloquer. Et d'ailleurs, c'est la fameuse mesure du gel des avoirs qui a été prise d'ailleurs, ou d'autres mesures ont été prises par des sociétés techniques, hein, vous l'avez technologiques, vous l'avez vu aux États-Unis, il y a des décisions d'arrêter certains services en Russie. On peut, en tant que plateforme qui permet de faire des échanges, décider aussi de temporairement arrêter nos services dans tel ou tel pays et appliquer aussi une mesure de gel des avoirs qui est imposée par l'Union européenne ou par l'administration américaine. Bien sûr, donc on ne peut pas interdire les crypto-monnaies. En revanche, effectivement, on peut limiter l'accès à des plateformes qui sont des intermédiaires, pour le coup, essentiels sur les crypto-monnaies, même si on peut le faire sans les plateformes. Mais si c'est nécessaire. De toute façon, à un moment ou un autre, vous allez nécessairement vouloir revenir en monnaie fiduciaire. Peut-être pas vous, mais la personne à qui vous avez transféré ces cryptos. Et donc, à un moment ou un autre, on verra aussi qu'une transaction a été problématique. Et c'est peut-être pas l'agent, la société russe ou la personnalité russe qui sera bloquée, mais ce sera peut-être le bénéficiaire de sa transaction qui, lui, sera bloqué. Et donc, à la fin, en fait, il y a un blocage peut-être global de la transaction qui fait qu'elle n'aura peut-être plus lieu. Et donc, je pense qu'on est capable quand même d'agir à ce niveau-là de façon assez efficace. Alors, je vous propose donc de rester effectivement sur ce conflit, mais de regarder plutôt maintenant du côté ukrainien. On a vu au moment, effectivement, où les Russes sont entrés en Ukraine, une limitation des retraits pour tous les particuliers en Ukraine qui ne pouvaient pas retirer plus qu'une certaine somme d'argent à la banque. Alors, on sait que ça arrive notamment dans le cas de crise économique, mais ça pose une vraie question. Ça veut dire qu'on a son argent sur un compte en banque et qu'en fait, le jour où on veut le retirer, si jamais le climat est suffisamment anxiogène ou si jamais on est trop nombreux à vouloir le faire, on ne peut plus retirer son argent. Donc, il y a des sujets vis-à-vis des Ukrainiens qui sont présents en Ukraine et ils acceptent du coup les dons internationaux et notamment les dons en crypto-monnaie. Et donc là, en fait, on voit les crypto-monnaies qui jouent un rôle finalement de valeur, pas forcément refuge, mais résistante quelque part aux fluctuations des marchés ou en tout cas traditionnels. Qu'est-ce que ça nous dit du rôle de la finance décentralisée pour le coup du côté ukrainien maintenant ? Alors ça peut être paradoxal, mais en effet, ça peut sauver des vies. C'est-à-dire, je l'ai lu à plusieurs reprises ces derniers jours dans des témoignages, mais vous avez signalé qu'il y avait des blocages ou des limitations, mais il y a aussi des
complètement de l'impossibilité en fait de retirer des fonds. Or, quand vous devez vous nourrir ou que vous devez acheter des biens de nécessité et que vous n'avez pas du tout la possibilité de payer parce que vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas d'argent liquide, Bien sûr, ouais. comment vous faites concrètement? Quand un État aussi est bloqué dans ses systèmes, que l'informatique ne fonctionne plus, que l'énergie ne fonctionne plus, comment vous faites pour réaliser des transactions? Même si vous êtes connecté encore à SWIFT, vous avez potentiellement des difficultés. Alors vous me direz, avec la crypto, vous pouvez avoir des problématiques d'accès, mais il suffit d'un petit téléphone, d'une connexion assez simple en fait à un réseau pour pouvoir réaliser des transactions. Donc ça montre bien que la décentralisation peut aussi aider tout le monde, et on l'a vu dans d'autres pays, à pouvoir accéder à des valeurs en dehors d'un système qui parfois peut vous exclure, vous bannir, ou tout simplement ne pas fonctionner. Donc on en voit ici un bénéfice extrêmement clair. Et alors, il y a aussi également le sujet des dons, puisque l'Ukraine a annoncé pour accepter les dons en crypto-monnaie. Alors, il y a un certain nombre de crypto-monnaies qui sont pour le coup spécifiquement nommées et qui sont acceptées. Donc là aussi, ça permet en fait de manifester finalement son soutien via des dons en crypto-monnaie. Pourquoi les crypto-monnaies spécifiquement? On peut aussi faire des dons en dollars ou en euros. Je pense que vous pouvez faire les deux. Et il y a tout un tas d'associations en fait qui permettent d'accéder des dons en dollars, en euros, quand elles sont situées notamment en dehors du pays et qu'elles interviennent dans le pays. Maintenant, dans le pays en lui-même, si l'accès au compte bancaire n'est plus possible, de toute façon, les gens ne vont pas pouvoir retirer, ou les organisations sur place humanitaires ne vont pas nécessairement pouvoir utiliser. Ça ne sert à rien d'envoyer $1 million ou 10 millions de dollars si l'association locale, elle est de toute façon limitée dans sa capacité de retrait ou limitée dans la capacité d'utiliser les fonds. Donc là, on voit la possibilité en fait des cryptos de pouvoir aider localement en passant par un système qui n'a rien à voir avec le système bancaire. Et alors, Nicolas Louvet, vous avez également mis en place une initiative, je crois, au sein de CoinHouse, qu'on va voir dans les prochains jours, justement, pour faire des dons en Ukraine via la plateforme. Alors, il y a plusieurs initiatives. Donc, nous, à titre d'entreprise, on va faire un don de 40 000 dollars à des associations. On recommande à tous ceux qui voudraient faire des dons en crypto-monnaie d'être extrêmement vigilants, parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui profitent de cela pour faire des fausses annonces, proposer des fausses adresses qui en fait iront dans des portefeuilles qui n'iront pas à la fin en fait au service des Ukrainiens ou des associations qui vont défendre les droits humains. Donc il faut être extrêmement vigilant. Par rapport à ça, nous, on a fait le travail et on continue à faire le travail de bien identifier les adresses pour s'assurer que derrière, les gens ont la capacité de les utiliser et aussi que ce soit vraiment légitime en termes d'usage. Bien sûr. Donc pour ça, on prend contact en fait avec les différentes associations et on va proposer non seulement ces adresses-là sur notre plateforme pour que les gens qui ont des cryptos déjà chez nous puissent les retirer et les envoyer, donc notamment le Bitcoin, vers ces adresses qu'on aura préalablement en fait renseignées. Mais on va aussi permettre un achat beaucoup plus simple en euros, en carte bancaire ou en virement bancaire, où en un bouton en fait, vous ferez votre achat et nous on se chargera d'envoyer ensuite les cryptos directement. Donc on pourra acheter avec des euros finalement. Exactement, et ensuite vous vous occupez du reste. La plus simple en fait sera ainsi proposée. Et puis on va également continuer à accompagner. On a une Ukrainienne en fait qui a perdu son job parce qu'elle travaillait entre la France et l'Ukraine et l'entreprise en Ukraine n'est plus en mesure en fait de l'employer. Il se trouve en fait qu'elle a des compétences qui correspondent à ce qu'on recherche actuellement, donc on va lui proposer également un CDI. Merci beaucoup Nicolas Louvet d'être venu vous exprimer ce matin sur le sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le CEO de CoinHouse. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.